Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricot colère. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Rebecca, je suis artisane textile et créatrice de contenu ici sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour jaser de livres de tricot. J'avais envie de vous partager un peu ma collection d'ouvrages que j'ai accumulés au fil des années. Vous parler de mes livres incontournables, des livres que j'ai moins aimés finalement ou que j'ai moins utilisés, qui m'ont pas suivi si on veut dans cet élan créatif. Avant que je vous laisse à la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, ainsi que sur mon channel Discord où on parle de tricot à journée longue. Tous les liens vont être dans la barre de description. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis bonne écoute! J'ai classé mes livres en 4 catégories. On a la catégorie méthode, donc tout ce qui concerne la technique, l'apprentissage, etc. Catégorie patron, évidemment. Catégorie histoire, sociologie, art, histoire de l'art, genre. Et finalement, une catégorie varia vintage de livres que je savais pas ou classés qu'on va regarder ensemble à la fin. On commence en force avec une bible qui est cet ouvrage-ci. Mon tricot ouvrage, ça s'appelle. C'est une série, il y en a plusieurs. Moi, j'ai le numéro 6 en ma possession présentement. Et on a dans ce petit bouquin 1030 points et conseils pour le tricot. Je trouve ça génial. Donc, ça se présente de manière très lisible. C'est les points photographiés avec la recette sur le côté ici. Et il y en a pour les fins et les fous. Donc, regardez. Moi, j'utilise ça beaucoup pour m'inspirer, pour fouiller aussi. Des fois, vous voyez des chandails vintage, puis c'est comme, c'est quoi ce point? Ces livres-là sont géniaux pour avoir une idée de comment faire certaines choses. C'est beaucoup de la dentelle, des points texturés, etc. Puis comment ça se présente, c'est que vous allez avoir le point et la petite recette associée à ce point-là. Donc, vous savez que certains points, vous avez besoin d'un nombre de mailles précis pour la séquence, etc. Par exemple, pour les sabliers, ils nous disent d'avoir un nombre de mailles qui est divisible par 12, plus 4, plus la lisière. Donc, il y a des petites informations comme ça avec tous les rangs. Ça permet donc de savoir le point se fait sur combien de rangs, etc., etc. Si vous aspirez à créer vos patrons, que ce soit pour vous ou pour un usage professionnel, c'est vraiment précieux d'avoir ce genre de livre-là pour vous inspirer et possiblement mélanger des points, etc. Il y a vraiment des choses qu'on voit pas beaucoup, tu sais, mettons, bouton de rose ici. Regardez comme c'est beau, c'est inspirant. C'est le genre de truc, je pense, qui pourrait être vraiment bien. Puis après, il y a moyen de jouer dans ces points-là, puis de les modifier à votre guise. Tu sais, on s'entend que de la dentelle comme ça démode pas vraiment. Ça me fait penser au Pink Fizz de Andrea Mowry. D'ailleurs, il y avait eu une genre de controverse, je me souviens, quand le Pink Fizz était sorti, comme quoi elle aurait plagié des grilles de dentelle. Puis ça pose vraiment une question intéressante parce que, est-ce que ces ouvrages-là, comment je le vois, c'est des outils qui sont mis à notre portée. Puis c'est comment on va les placer dans un chandail, dans un contexte qui est intéressant, tu sais. Je pense pas qu'on peut plagier c'est pas du plagiat, en fait, c'est là pour ça. Des outils, en fait, qu'on met dans notre petite boîte à outils. Fait que ça, ces livres-là, gardez-le ouvert en friperie parce qu'il y en a plein. Sur mon Discord, tout le monde n'arrête pas d'en trouver là, dans la friperie. Puis c'est vraiment, vraiment cool, ça coûte pas cher, puis ça permet de vous inspirer. Là, dans celui-là, j'ai beaucoup de points texturés aussi. Ça m'inspire, on dirait, je suis comme... C'est vraiment beau. Il y a des torsades. Tu sais, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, là. Ça, je pense qu'il y a un patron de Fiber Tales qui utilise ce point-là. Puis j'avais essayé de le faire, ce chandail-là, c'est le Favo. Puis je commençais à tricoter, puis j'avais eu énormément de difficultés. J'avais pas réussi à le tricoter. C'est vraiment beau, ce patron-là, mais c'était trop compliqué pour moi. Ah, ça, c'est drôle, regardez. Motif irlandais. Puis là, vous avez les torsades version homme et les torsades version femme. Avec un exemple de chandail. Puis je pense qu'à l'époque, le tricot était beaucoup plus... pas libre, mais moins... c'était moins comme... On nous tenait moins par la main, puis c'est encore un peu comme ça dans les patrons des pays scandinaves. Là. Je pense qu'il y a comme un type d'écriture qui est beaucoup plus épuré, que moi, j'apprécie quand même, là. Mais on a beaucoup des réflexes dans la culture américaine, si on veut, là, de prendre par la main énormément puis d'avoir besoin d'énormément d'informations pour avancer. Ce qui est correct parce qu'on n'a pas non plus... Tu sais, moi, ma grand-mère, elle a appris à tricoter à l'école là, quand elle était toute petite. Fait qu'on a moins ce bagage-là collectivement artisanal. Fait que
Ça fait aussi partie des raisons pourquoi je pense qu'on a besoin de plus d'encadrement. C'est qu'il y a comme une éducation de base qu'avant, les personnes avaient que nous, on n'a plus vraiment. Il faut faire nous-mêmes plus tard, tu sais. Petite section jacquard. Et là, ça... Ah, c'est intéressant quand même parce que, tu sais, ils montrent les techniques. Donc, des techniques pour faire du jacquard. Moi, j'utilise la technique... j'ai une main à l'anglaise, une main en continentale, puis j'alterne comme ça. Un moment donné, je vais vous montrer... je vais vous faire une vidéo sur l'intarsia puis le jacquard, là. Puis, c'est cute, regardez, vous avez de la couleur pour la section jacquard. Ça, ce point-là, je veux faire un chandail avec ça. Il y a un chandail Baba que j'aime trop qui a des gigantesques losanges. J'aimerais ça me le refaire avec un point comme ça. Mais je le ferai en intarsia par contre, parce que l'intarsia, c'est vraiment utile pour faire des gros motifs. Mais c'est le même que celui-là, là, ici, avec les petits losanges. Un pied de poule vraiment beau. Ah, regardez, c'est cute, ça, le point de toile. C'est vraiment beau, à 3 couleurs. Très joli! Ah, des idées de jacquard. C'est très beau. Puis si vous voyez celui-là, mettons, ils nous disent que ça peut être fait en camailleux. Donc, avec des teintes de la même couleur, mais avec différentes teintes, en fait. Puis, vous avez les grilles en point comme ça. Ah, ça, c'est trop beau. Ça, pour des chaussettes, mettons, ça serait vraiment beau. Puis, si je voulais me faire des chaussettes avec ça, je regarderais. Bon, ça prend un multiple de 8, fait que vous pourriez le faire, ça marcherait sur 64 mailles. Fait que, tu sais, voilà, j'ai une paire de bas qui vient d'être inventée sur le champ avec ce motif-là. C'est ça, pas besoin d'avoir un patron. Là. Vous prenez une paire, un patron de chaussettes de base, là, puis vous pouvez juste comme intégrer la grille de jacquard. News choc, vous êtes pas obligé non plus d'en faire un patron que vous sortez. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire pour soi. Puis si vous avez l'intention, si vous aimeriez ça, faire des patrons, bien, commencez par créer pour vous. Avant de vous lancer pour les autres. C'est comme, il faut vraiment expérimenter beaucoup avant d'être prêt à partager des idées comme ça. Non, regardez, les côtes bicolores, c'est beau. Là, on a du jacquard plus traditionnel avec les flocons comme ça, magnifique. Point de toile, je connaissais pas ça. On dirait quasiment que c'est tissé. C'est vraiment beau. Ça, j'aime vraiment ça. Je vais faire un patron de bandeau, très vintage. Puis, je pense qu'avec un motif comme ça, justement, là, ce serait vraiment, vraiment cool. Je prends en note. J'ai l'impression... Là, je veux pas que ce soit comme controversé, ce que je veux dire, là. Mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup des mêmes choses, des fois. Puis, quand on replonge dans ces livres-là, vintage, là, moi, je trouve ça tellement inspirant parce que avant, il y avait énormément de créativité dans l'art de la fibre. Puis quand je vois ce que mon arrière-grand-mère faisait puis ce que ma grand-mère faisait, je suis comme abasourdie de la beauté des pièces qu'elle créait. Puis c'était tellement créatif. Puis tu sais, on a un full bon exemple. Là, c'est tellement... Tout est différent. Tout est différent. Genre, c'est quoi ce point? C'est tellement beau. Ça. Tu sais... Tellement de créativité, de couleurs. Puis je dis pas qu'il faut que tout soit comme ça, là, c'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour ce genre de création-là dans le monde du tricot aujourd'hui. Puis d'actualiser ces idées-là aussi, ça veut pas dire qu'il faut juste prendre la grille puis l'appliquer sur un chandail en panneau avec des épaulettes. Tu sais, vraiment pas, au contraire, en fait. Vous avez d'autres exemples avec des animaux, c'est tellement cute. Et il y a aussi des points de crochet. Donc, je sais pas s'il y a des crocheteuses qui m'écoutent, mais souvent, c'était mix, là, si on veut. Là. Ça, je les ai utilisés souvent pour des bordures, justement. Souvent, j'allais voir dans ce livre-là pour faire mes bordures au crochet. Là. Ça fait un moment que j'ai pas fait du crochet, d'ailleurs. J'ai pas le temps. Il y a plein de points très, très, très beaux. Là, si je vais à cette vitesse-là, la vidéo va durer 6 ans. Là. Regardez ça, les fleurs, c'est trop beau. Puis, évidemment, des petits granits. Nous aimons les granits ici. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Crochet tissé. Que c'est beau, regardez ça. C'est tellement inspirant, non? Ça donne envie. Ouh! Section bordure. Ça, je l'ai utilisé souvent dans la vie, quoi. J'ai souvent fait, cette bordure-là, exactement celle-là, de coquille. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, ces bordures-là au crochet, vous pouvez les ajouter sur vos tricots aussi, hein. Vous n'avez pas besoin que ce soit crocheté pour crocheter la bordure. Et il y a même du crochet tunisien. Ça, là, c'est fou. Parce que regardez comment ça imite le tricot. Il y a comme le petit V des mailles. Le crochet tunisien, c'est quelque chose qui m'attire quand même. Je vous mentirai pas. Je trouve que ça a l'air extrêmement versatile comme forme d'art. De créer quelque chose de très intéressant
Surtout pour tout ce qui est coussin, même couverture, des nappes, des napperons. On dirait que c'est comme un bon outil pour ces trucs de maison. Et finalement, le point fourrure. Non, mais ça, là, pour amener le point fourrure, regardez ces petits poignets ici. Crochet à la fourche, pardon. Là, ça va, hein? Et on a finalement des conseils aux débutants. Bref, OK, là, c'est parce que ça va durer 10 ans, cette vidéo-là. Vous voyez, là, ça, Bible, de type Bible. J'adore. Je vais faire mon thumbnail. OK. On continue avec mes ouvrages de référence. On continue avec cet ouvrage ici qui s'appelle Embroidery on Knitting, que j'avais acheté dans une librairie un jour. J'étais tombée là-dessus, puis c'est un moment où je m'intéressais énormément à la broderie parce que je trouve ça extrêmement beau. Et j'ai jamais vraiment poussé mon usage de la broderie, je vous mentirai pas. À la base, ce qui m'intéressait, c'était de venir broder des fleurs, surtout sur mes tricots, dans un esprit très cottagecore. Puis je me suis un peu comme détachée esthétiquement de ça, fait qu'on dirait que ça m'a éloignée de mon désir de broderie. Fait que je trouve ça intéressant de refeuilleter ce livre-là, qui a été écrit par une artiste textile et une designer. La question du design, en fait, c'est comme toute l'invention de motifs, si on veut, de pattern, etc. Britt-Marie Christopherson, qui a publié ce livre-là, qui travaille énormément avec la broderie. Puis écoutez, j'avais acheté ça, mais c'est un peu intimidant parce que c'est pas du petit boulot, là. Je vais vous montrer quelques exemples. Je l'ai feuilleté souvent, mais j'ai jamais vraiment travaillé les points. J'ai jamais essayé d'en faire même. C'est vraiment beau, là, mais comme... Je sais pas dans quel univers je vais prendre le temps. Le livre, il est comme classé par type de broderie, donc les carrés, les ronds. Il y a une section aussi sur la broderie plus libre. Puis regardez les vêtements qu'elle fait, c'est très spécial. Ça, c'est vraiment original, là. Regardez cette camisole-là, c'est comme des carrés de point mousse qu'elle attache avec des broderies, des types d'appliqués, genre, en tout cas. C'est vraiment un style particulier que je trouve vraiment inspirant. Ah oui, ça, je trouve ça tellement beau. C'est comme des rouleaux de point mousse, puis elle nous montre comment faire tous ces motifs-là. Elle explique beaucoup aussi son processus de création, donc comment elle travaille ses motifs. C'est vraiment un bon livre, mais comme je vous dis, c'est comme un peu intimidant. C'est aussi, je suis pas sûre que je porterais un chandail qui serait comme ça. Je sais pas comment dire, genre je trouve ça impressionnant techniquement, mais je sais pas à quel point c'est ce qui m'inspire, genre, d'un point de vue esthétique, tu sais, que genre, j'ai envie d'avoir la pièce, mais j'ai envie de le faire, comprenez-vous ce que je veux dire? Par contre, ça veut pas dire, tu sais, ça c'est juste des outils, là, puis ça peut juste être inspirant des fois pour ajouter des petites touches à des tricots un peu boring. Puis je l'avais acheté parce que, justement, je voulais comme comprendre comment je peux broder sur mes tricots. Puis c'est toujours pas clair, là, mais tu sais, genre, je pourrais prendre le temps de le feuilleter parce que ce genre de tutoriel-là, c'est vraiment utile pour comprendre, en fait, comment venir travailler dans la maille à partir d'un fil de broderie. Parce que moi, souvent, ce qui se passe, c'est que ça écrase mes mailles puis ça fait pas beau. J'arrive pas à avoir comme un grip sur ma texture tricotée. Fait que c'est un problème. Petite camisole. Puis, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est la broderie conceptuelle qu'elle appelle. Donc ça, c'est comme un peu de travailler n'importe comment, si on veut, là, de faire ça libre. Je trouve ça vraiment inspirant. Les perles. Ça, j'aimerais ça aussi, travailler avec des perles. À chaque fois que je vais à la friperie, j'essaie d'en trouver. J'en veux des belles, puis j'en ai pas encore trouvé des assez à mon goût. Voilà pour cet ouvrage. Je dirais pas que je le recommande, là, parce que je l'ai pas utilisé du tout. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point ça vaut la peine. Tu sais, je peux pas vraiment vous dire que c'est un incontournable, là, mettons. Là. Je dirais qu'il est incontournable. Mais, bel ouvrage, inspirant d'un coup. On va continuer notre parcours de livres avec un livre qui s'appelle Les arts textiles, trésors du patrimoine. Et ça, c'est drôle, je l'avais montré dans mon premier épisode de podcast parce que je venais tout juste de l'acheter. Depuis, je ne l'ai pas ouvert, soyons francs. Là-dedans, il y a tout, hein. C'est des bibles artisanales, donc il y a de la couture, du crochet, de la tapisserie, de la dentelle. C'est vraiment... c'est plutôt interdisciplinaire, on pourrait dire. Fait que c'est assez intéressant. Puis je l'avais pris parce que il me semble qu'il y avait comme des patrons simples que j'aimais beaucoup. C'est aussi, je trouve, pratique quand tu as plusieurs artisanats dans un seul ouvrage comme ça, parce que si, mettons, une bulle me prend de faire de la dentelle, ben il y a un peu comme des notions de base souvent dans ces ouvrages-là qui sont intéressantes pour juste commencer à se familiariser avec certaines formes, certaines pratiques. C'est comme des espèces de bibles d'informations
générique, que des fois, tu peux avoir besoin d'un chiffre précis, genre pour justement un coussin ou quelque chose, une technique, puis ça va être dans ces livres-là qu'on va les trouver. Jamais j'achèterais ça neuf, mais ce genre de livre-là, oups, mes cheveux, je regarde toujours en friperie là, pour ce genre d'ouvrage-là, un peu justement le Bible. Mais celui-là, d'ailleurs, juste pour vous dire, celui-là, je le recommande pas nécessairement, contrairement à celui sur les points, qui ça vaut la peine de les accumuler parce que ça, c'est encore très, très, très utile quasiment au quotidien là, dans la vie d'une artisane aspirante designer. Et finalement, celui-là, Travaux d'aiguille, ça, c'est le premier ouvrage que j'ai eu. C'est ma mère qui me l'a donné. Je sais pas où qu'elle avait pris ça, mais ça, je l'ai vu à plusieurs endroits, un peu comme un ouvrage de référence. Dedans, on a broderie, tricot, patchwork, crochet, appliqué et petits points. Donc, encore une fois, c'est assez versatile au niveau des artisanats. J'avais bien appris, en fait, avec ce livre-là, parce que les images sont vraiment, vraiment claires. Donc, c'est tous des tutoriels images, mais vraiment, vraiment bien fait. Puis c'est dans ça que j'ai appris à faire certains points de base. Puis moi, au début, quand j'ai commencé à tricoter, j'oubliais sans cesse comment faire mes mailles envers. Je sais pas pourquoi, ça me rentrait pas dans la tête. Je me référais tout le temps à ce livre-là pour me rappeler de quel côté il fallait que je rentre mon aiguille parce que ça me dépassait un peu. Puis là-dedans, il y a plein de manières de rabattre. Il y a vraiment comme une gamme, une variété de propositions pour tous les montages, les rabattages, etc. Ça me permet de parler un peu de pourquoi j'aime les livres de tricot. C'est valide pour plein de choses dans la vie, là, pourquoi j'aime les livres, puis que je trouve des références qui sont importantes à avoir. Parce que souvent, un livre comme ça coûte vraiment de l'argent à faire. Puis ça assure une forme de révision par les pairs, on pourrait dire, qui garantit quand même une authenticité de l'information. Vous aurez donc accès à des techniques souvent qui ont été vérifiées par des professionnels du milieu, que ce soit là, pour le tricot, mais aussi pour des questions plus philosophiques ou des livres d'histoire. Puis là, attention, là, ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié est nécessairement vrai. Là, c'est pas ça que j'essaie de dire. Mais dans le contexte d'un ouvrage comme celui-là, on peut quand même être sûr que la manière de monter les mailles va être la bonne, tu sais? Ou la manière de juste tricoter à l'endroit va être la bonne manière traditionnelle, si on veut, parce que je pense que c'est important quand on commence à tricoter de faire ses gammes, d'apprendre les bases, puis après ça, de jouer, de déconstruire, de s'amuser dans ce qui est plus convenu, ça devient intéressant. Parce que là, ces temps-ci, moi, je suis beaucoup sur TikTok et je vois des choses des fois, puis je suis comme... Ça me dérange, là, parce que, tu sais, des gens que ça fait 3-4 mois qui tricotent, qui vont sur TikTok, puis qui apprennent aux gens à, mettons, tricoter, mais qui apprennent aux gens à tricoter en rond, par exemple, mais en tricotant dans le brin arrière, en tricotant through the back loop. Là. Donc, comment c'est... Moi, ça me dépasse. Puis il y a des gens... C'est comme il y a un truc présentement dans l'air où tout le monde tricote ses mailles twistées, puis ça me dérange. Parce que je trouve ça dommage, parce que là, après ça crée vraiment beaucoup, beaucoup de confusion. Les apprenants débutants sont complètement mêlés parce que leur maille ne ressemble pas à ce qu'une maille devrait ressembler, etc. Puis là, ça peut vraiment comme prendre des proportions, des grandes proportions. Alors que dans des livres comme ça, là, ou même si sur YouTube, il y a vraiment des références qui sont impeccables. Là. Évidemment, Claude Tricot, c'est notre précieuse enseignante ici au Québec. Donc, vous savez que si Claude l'a dit, c'est probablement vrai, mais ça reste que dans des livres comme ça, souvent, qui ont des rééditions et tout, vous allez avoir des informations sur lesquelles vous pouvez vous fier, contrairement à TikTok. Couture aussi, je m'étais vraiment référée à ça pour apprendre à coudre mes pièces parce que sur YouTube, il y en a pas beaucoup des tutoriels sur la couture. Puis je m'en suis rendu compte à cause de mon chandail Temps des sucres qu'il n'y avait pas vraiment de tutoriel. Il va falloir que je les fasse moi-même parce que je ne savais pas à quoi renvoyer mes testeuses parce que moi, je fais coudre dans le bon sens du tricot, mais je fais aussi coudre contre le sens des mailles, puis ça, il n'y en a pas vraiment. Bel ouvrage, si vous le voyez à la friperie, celui-là, je vous le recommande. On va poursuivre avec la catégorie des livres de patrons. J'en ai pas tant que ça, mais j'ai quand même une petite collection. Donc, je vous présente ça. On commence avec celui-là ici, Mouche et ses amis. J'en ai parlé souvent sur la chaîne. Il est très connu. Je pense que je vous apprends pas qu'il existe. Donc, c'est le livre de Cynthia Vallet, qui est bien connu pour ses petits toutous.
Donc moi, Cynthia Vallet, je la suis depuis que j'ai commencé à tricoter. J'ai tricoté plusieurs de ses patrons, donc je peux vraiment vous dire que c'est une merveilleuse patroniste qui écrit très, très bien ses tricots parce qu'on s'entend que c'est d'une précision remarquable. Ce qu'elle fait, c'est magnifique. J'étais tellement excitée quand j'ai vu qu'elle allait sortir un livre avec Laine Magazine, Laine Publishing, pardon. Parce que les livres de Laine sont toujours magnifiques, puis je trouvais que c'était la maison d'édition parfaite pour mettre en valeur son travail. Dedans, vous avez donc 12, je crois... Ouais, 12 animaux à tricoter. Vous avez aussi des petites histoires qui accompagnent chacun des personnages. Donc, ça nous plonge vraiment dans un univers de contes. J'adore ça. Ils sont tous beaux. Ils ont tous des habits, des amis. Ils sont magnifiques. Moi, de Cynthia, j'ai tricoté l'ourson. Le premier ourson qu'elle a fait, j'ai fait la taupe, j'ai fait le lapin, j'ai fait l'ourson mouche dans ce livre-là. Donc, j'en ai fait 4. Les 4 se sont super bien passés. Puis, tu sais, je les ai tous faites à des moments différents de mon parcours de tricot. Puis, j'avais tricoté l'ourson quand je commençais à tricoter, ça faisait peut-être quelques mois. Ça avait été toute une aventure, mais j'avais énormément appris. C'est juste que j'avais défait genre 95 fois. Puis, mes mains n'y arrivaient jamais. Puis, j'avais une compréhension très limitée, là, je vous dirais, de ce que je faisais. Mais j'avais réussi quand même à le faire. Donc, si vous êtes motivée et très débutante, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est confrontant. Parce que souvent, on se retrouve avec beaucoup d'aiguilles sur le travail. Il y a beaucoup, tu sais, c'est tout fait en rond avec c'est très précis. Fait que c'est sûr que ça peut devenir overwhelmant rapidement. Si vous vous lancez, moi, mon conseil, là, réservez un temps pour faire juste ça. Premier conseil. Parce que ils sont le fun à faire d'un coup. Tu sais, faut pas trop les laisser de côté, ces animaux-là, je trouve, parce que on dirait que quand on est dans la confection des animaux, on se met à comprendre le système de Cynthia, puis on embarque dans sa manière d'écrire, puis si on le laisse de côté trop longtemps, y revenir, c'est un peu comme, on sait plus on est où, là, je trouve que ça désoriente de trop s'éloigner de ces tricots-là. Fait que moi, j'aime ça les faire sur une semaine, puis vraiment juste faire ça, parce qu'on devient comme très investi dans l'objet, puis comme je vous dis, on embarque vraiment dans l'écriture, puis là, ça devient plus simple de suivre le patron parce qu'on comprend où on s'en va, puis ça s'oublie vite parce que c'est pas des techniques qu'on fait souvent. Donc ça, ce serait un conseil. Aussi, de faire attention, n'hésitez pas, je pense, à augmenter un petit peu les aiguilles. Moi, je les fais jamais sur les aiguilles qu'elle recommande, qui sont des 2 mm. Moi, je fais pas ça sur des 2 mm. Je prends des 2,5, voire des 2,75. Parce que sinon, ça fait trop mal aux mains. Puis là, ça, c'est super désagréable. Moi, j'ai trouve vraiment beau les animaux aussi en laine plus rustique. J'en ai fait un avec de la Knitting for Olive, un seul brin du petit mérino. Puis je trouve que c'est un peu comme mou. Fait que la laine rustique, ça vient vraiment ajouter un tonus à l'animal. Fait que je vous conseille d'aller vers un fil rustique avec des aiguilles un peu plus grosses. Si vous voulez un beau résultat moi je trouve que ça fait plus propre le fini. Je pense qu'elle les fait jamais en superwash, mais en tout cas, peu importe. Puis les vêtements, ben là, vous pouvez utiliser n'importe quoi, là, c'est toujours beau. Fait que voilà, ça c'est un ouvrage que je recommande fois 1 million. C'est un magnifique livre à feuilleter, à lire les histoires, c'est tellement inspirant. Dans ceux que je voudrais vraiment faire, je vais vous les montrer, il y a lui. Henri, là, j'ai même acheté un pot comme ça pour lui refaire les photos comme il faut. J'avais trouvé un petit pot à la friperie, puis j'étais comme « Ah, c'est le pot parfait pour Henri! » Henri qui est un orang-outan potier. Mon cœur peut pas gérer cette information. Puis il y a des petits cheveux peignés. Celui-là, il faut acheter une petite brosse pour brosser le mohair, pour y faire des petits cheveux. Oh non, c'est tellement cute! Je vais vous donner un exemple. Je voulais juste le dernier paragraphe de l'histoire d'Henri. Quand ils se sont revus, Henri a apporté à Mouche un pot qu'il avait fait spécialement pour lui. Parce que plus encore que le miel, Henri adore la poterie. Il est le plus heureux du monde avec de la terre entre les mains. Il peut rester assis des heures, à tourner et modeler, et quand il a vu à quel point Mouche adorait son pot, il a pensé lui aussi qu'il était le plus chanceux des orang-outans d'avoir rencontré un ami aussi merveilleux. Je peux pas! C'est tellement cute! Oh. Il y a aussi Horatio, que je veux absolument faire. Ça fait de la déco chez vous!
c'est de la décoration, là, c'est des petits chefs-d'œuvre, c'est des petites œuvres d'art que Cynthia, elle nous dit, tiens, fais ça. Horatio qui a son petit potager, et ici, ça nous raconte un peu son lien, comment il est arrivé dans la vie de Mouche. Mouche qui est un peu comme le personnage central, si on veut, du livre. Donc moi, cet alliage-là entre les animaux, le tricot et un peu l'univers des contes, ça me réjouit profondément. Donc c'est sûr que je vous recommande fois 1 million ce livre magnifique. On continue avec un autre ouvrage. Celui-là est plus particulier. Je pense pas que je vous en ai déjà parlé, en tout cas peut-être. Il s'agit de cet ouvrage de Laura Dalgarde, une designer dont je vous ai parlé souvent, que j'aime beaucoup, beaucoup. Elle a sorti ce livre, ça fait environ 2 ans, je crois. Et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est dans une langue que je ne parle pas. Donc, il est en danois, je pense. Mais je parle pas du tout danois, quoi. Et je l'avais commandé. Ça, c'est du Grand Rebecca, là. J'avais une hyper fixation sur cette designer-là. Puis quand j'ai vu qu'elle sortait un livre, j'étais obsédée parce qu'en fait, il y a un chandail dedans qui me hantait. Et je vais vous le montrer. Il s'appelle le Planet Sweater. Puis, c'est celui-là ici. C'est le chandail-là. Vous voyez, j'ai tout traduit à la main. Le patron. Donc, je l'ai traduit avec Google, je pense, quand j'avais reçu le livre pour le tricoter. Sauf que j'avais essayé de le faire avec des laines que j'avais, puis ça marchait pas, c'était comme pas beau. Puis j'avais pris la décision, en fait, quand j'allais le faire, j'allais utiliser exactement les couleurs qu'elle avait utilisées puis je voulais que chaque couleur soit de la même base. Puis j'ai jamais vraiment pris le temps d'acheter, finalement, ce qu'il fallait pour le faire. Là, je pourrais un jour le faire, le tricoter éventuellement. C'est un chandail tellement beau, à l'allure un peu vintage. Chaque planète est inscrite sur le chandail dans une police différente. Donc, elle a vraiment fait un travail de typographie intéressant pour créer des polices qui sont pas toutes la même. C'est fait en jacquard, par contre, puis ça, je trouve ça un petit peu moyen parce que ça crée des gigantesques floats sur le côté, puis c'est tricoté sur des 8 mm, donc j'avais trouvé ça un peu... ça crée une texture un peu bulky d'avoir 2 brins d'avoir 2 brins de laine aussi grosses qui se superposent tout le chandail. Puis tu sais, même sur les photos, on le voit, vous voyez ici, on voit les floats à travers les couleurs. Fait que moi, je pense que je le ferais en intarsia jacquard, donc je le ferais en panneau, avec les écritures en jacquard, mais je ferais de l'intarsia sur les côtés que je viendrais coudre ensuite. Je crois que ce serait plus beau quand même. Puis même chose pour les manches et tout, là, je pense que si je le fais, ça va être à plat. Mais quand je vais le faire, en fait, c'est sûr que je vais le faire. Je le trouve tellement beau. Puis souvent, avant des kits pour les tricoter. Fait que peut-être que je vais me commander un kit quand ils vont sortir. Là, il y a 2 couleurs, mais j'aime mieux l'autre. L'autre chose qui est plate avec ce livre-là, c'est qu'il est pas size inclusive, donc il y a seulement 6 tailles par vêtement. C'est tout charté comme ça. Donc chaque taille a sa charte comme ça. Ça se suit très mal parce que les charts sont pas sur les mêmes pages, puis il faut comme tout le temps revenir, tourner. Fait que c'est un peu bof, là, mais c'est pour ça qu'il y a des post-it dans le mien, parce que je l'avais commencé, puis là, je naviguais entre les pages de la taille que je tricotais comme ça. Voilà pour ce tricot-là que je vais définitivement tricoter un jour. Il y a vraiment des beaux patrons, là, c'est juste que... Ah oui, c'est ça, quand je l'avais commandé, ça avait été full compliqué parce que le site sur lequel on commande était tout, je pense en norvégien, en tout cas. Je pense en norvégien, en tout cas. Là, malaise, je ne sais pas. Dans une langue scandinave. Puis, il fallait tout que je traduise parce que je comprenais même pas comment me rendre à la section commande. Mais moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, ça va se passer, comprenez-vous? Fait que j'étais très motivée à avoir ce livre que j'ai réussi à commander, que j'ai payé en dollars scandinaves. Puis je pense qu'il m'était revenu avec le shipping à 100 $, je pense, autour de 100 $. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'avait pas annoncé sur ses réseaux, mais quand elle a sorti le livre, dans les semaines suivantes, genre 2 semaines après, elle a sorti le patron du Planet Sweater en libre. Donc on pouvait acheter la traduction du Planet Sweater 2 semaines après en anglais, parce qu'elle avait dit sur ses réseaux qu'elle n'allait pas le faire, puis que le livre n'allait pas sortir en anglais. Fait que moi, j'étais comme, si je veux le patron de ce chandail-là, je n'ai pas le choix d'acheter le livre. Puis je voulais tellement le patron que j'étais comme,
j'apprendrai cette langue, là, comprenez-vous? On n'est pas limité ici, là. Fait que, voilà, j'ai fait ça. C'est vraiment une folie, ce livre. Puis, j'avais écrit à Laura, j'avais dit « Allô, je suis une Québécoise, j'ai acheté ton livre, je ne parle pas cette langue. Accepterais-tu de m'envoyer la traduction qui vient de paraître? » Puis elle trouvait ça vraiment cute, puis elle était genre « Oh mon Dieu, oui, elle m'avait full répondu vite. » Elle m'avait envoyé le patron en anglais, j'y avais envoyé une preuve là, que j'avais acheté le livre, puis elle m'avait envoyé le patron en anglais. Fait que finalement, j'avais pu compléter mon tricot avec le patron en anglais, mais j'ai tout défait parce que j'aimais pas mon choix de couleur, puis j'aimais pas la texture que ça créait. Fait que définitivement à refaire à plat. Bientôt, là, on dirait que ça me tente. Je le vois, puis je suis comme, ouf, il est beau. Fait que ça va être à tricoter rapidement. Puis dans ce livre-là, il est très très beau, hein, d'ailleurs. Vous avez des superbes photos. Et il y a beaucoup de patrons. Il y en a un autre que je veux faire. Ah, puis ça, c'est vraiment cool. Mais tu sais, ça, quand est-ce que je vais faire ça? Tu sais, ça, pour moi, c'est comme plus une œuvre. C'est une œuvre d'art, plus qu'il y a un truc que je vais utiliser, là. Fait que c'est sûr que je pense pas me faire un recouvrement de petits bancs, mais bon. Tu sais, il y a des pantalons. Ça, c'est plus ou moins mon style, mais ils sont beaux. Ça, j'aimerais vraiment le faire aussi. Le Aura Sweater, qui est un chandail à torsade très vintage-like aussi. Donc, c'est des grosses torsades. Il est aussi tricoté sur des 8 mm, je pense. Puis ça, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais ça me le faire. Elle a fait un blanc, là, c'est comme ça. Ça, je trouve ça vraiment beau. Elle a vraiment des coupes simples. J'avais fait de elle le Anna Sweater aussi, que j'avais déjà montré, mais il était vraiment trop grand pour moi, fait que je l'ai vendu. Mais c'est un autre beau design drop shoulder qui passe partout. C'est juste plate parce qu'ils sont pas inclusifs. Elle se rend jusqu'à XXL environ dans ses patrons. Puis tu sais, même si c'est oversize, c'est pas inclusif parce que c'est oversize, là, au contraire, en fait. Donc ça, c'est le bémol, là, je vous dirais, de ces patrons. Fait que voilà pour ce livre. Je vais juste regarder vite s'il n'y a pas autre chose. Là. Puis il est tout charté comme ça, là, en grille à suivre. Il y a ce petit t-shirt. Ça, c'est moins mon style aussi, mais je trouve ça cute. Puis, tu sais, Laura Dalgarde, c'est vraiment cette designer-là qui m'avait familiarisée avec la technique de l'intarsia. Parce que moi, je savais que l'intarsia, ça existait, mais je le voyais pas utilisé dans les patrons modernes. Puis quand j'ai découvert cette designer-là, ça a comme débloqué en moi une espèce de désir d'utiliser aussi cette méthode-là. Puis j'avais acheté un de ses patrons pour comprendre comment c'était fait. Puis j'ai aussi suivi son cours sur Domestika où elle montre comment faire de l'intarsia. Mais honnêtement, ça vaut pas la dépense parce qu'il y a plein de tutoriels gratuits sur YouTube qui sont au moins autant efficaces que ce truc payant-là. Mais si vous aimez ça, être pris par la main vraiment, ça peut être un bon tutoriel. Puis dans le tuto Domestika, elle montre comment partir de zéro d'un dessin, en fait, pour créer sa grille. Fait que ça peut être intéressant aussi. Pour vous, si vous êtes intéressé par l'intarsia, ça, c'est vraiment son style à Laura, là. Elle fait vraiment beaucoup des ensembles comme ça, shorts, pantalons, mais encore une fois, il y a comme 4 ou 5 tailles par vêtement. Je ne penserais pas faire d'autres choses dans ce livre-là, mais c'est une belle pièce à avoir, je le trouve. Tu sais, il est beau, il est le fun. Ça me représente bien comme achat impulsif, tu sais. Il s'appelle Ensamling Afstrick. Là, je le lis comme si c'était de l'allemand, mais ça se dit sûrement vraiment pas de même. Ensuite, là, on rentre dans des livres dont je vous ai déjà parlé parce que, les autres, j'en ai déjà parlé. Il y a The Shetland Trader, magnifique ouvrage. Ça aussi, je vous en ai parlé dans mes débuts de tricoteuse. Un super beau livre de la designer Gudrun Johnston. Puis, ce livre-là, j'ai jamais tricoté de patron dedans parce qu'il m'intimide. C'est ça la vérité, c'est que je suis très intimidée, mais toujours aussi obsessed par les patrons dans ce livre-là, notamment celui-là qui est en couverture. J'aimerais tellement, tellement, tellement ça, m'en faire un, sauf que je suis intimidée. Puis vous vous souvenez, je vous avais parlé en fait qu'il y a comme un truc de sizing aussi qui m'intimide dans ces patrons-là parce que je ne fit pas dans les tailles qu'elle propose en fait à cause de mon ratio taille, buste, puis j'ai peur d'avoir un chandail qui n'est pas parfaitement ajusté, puis ça me tente pas d'entrer dans des grosses affaires de construction pour ajouter des mailles, en tout cas. Tu sais, j'ai pas envie qu'il m'écrase le buste, mais j'ai envie qu'il soit vraiment tight sur ma taille, tu sais, qu'il soit vraiment comme snatch.
Sauf que ça me tente pas d'ajouter des pinces, ça me tente pas de jouer dans le jacquard, ça me tente d'être bien, ça me tente pas qu'il tombe aussi comme droit, puis qu'il soit pas... Bref, c'est comme ça qui me fait hésiter. Mais je pense, en tout cas, faudrait peut-être que je me lance. Puis l'autre raison, en fait, c'est que je veux utiliser les mêmes laines qui est la Jimmy Stone, que j'ai jamais essayé. Puis j'ai vraiment envie d'essayer de me refaire exactement le même chandail. On dirait que le jacquard, j'aime ça, moi, juste pas me casser la tête. On dirait que j'en ai pas assez fait pour me faire confiance sur des choix de couleurs, surtout quand on parle de autant de couleurs. Là. Si vous regardez les chartes qu'elle propose, là, c'est pas simple. Là. Trouver vraiment des remplacements puis imaginer parfaitement chaque couleur, je trouve que c'est une mission que je me confie pas. Là, comprenez-vous? Des fois, il faut se mettre à off. Là. Le cerveau créatif, des fois, il va faire de dos. Là, fait que ce serait un autre investissement à faire, mais je pense qu'avant d'acheter pour celui-là, j'achèterais pour le Planet Sweater de Laura Dalgarde. Sinon, il y a lui. Celui-là, je me ferais plus confiance pour le faire en restant de laine. Très cute aussi. C'est vraiment vintage, puis je vous en avais déjà parlé, mais en fait, cette designer-là s'est inspirée de photos de sa mère, parce que sa mère était designer, puis je pense qu'elle est décédée de l'Alzheimer. Puis elle n'a jamais écrit de patron, donc sa mère, elle tricotait pour les autres, puis elle vendait ses ouvrages, mais elle ne travaillait pas à partir de patron. Puis en fait, ce livre-là, c'est comme un hommage que la designer fait aux travaux de sa mère. Donc la designer, c'est elle ici. Puis elle a fait un hommage donc à sa maman. Et les photos de sa mère sont magnifiques. Regardez ça. Là, il y a comme des citations avec la mannequin contemporaine. Puis j'avais trouvé l'histoire extrêmement touchante aussi là, de ça. Regardez les photos, comment c'est beau. Ça donne vraiment envie de se faire les vêtements. Puis c'est ça, cette petite robe magnifique. Ah, ben quoi que, là, je regarde ça, puis je pourrais me faire ce style-là parce que, tu sais, la mannequin, elle a quand même un buste aussi, là. Genre, ça ressemble à ça, moi, mon affaire, là. Fait que peut-être que je pourrais y aller vers ce genre de patron-là, puis ça me ferait bien, là. Là, je vais vous montrer la robe. Petite robe, où es-tu? On dirait qu'avant, j'étais pas sûre que c'était mon style, puis là, je suis comme, pourquoi pas? J'habite en forêt, je peux porter des petites robes en laine. C'est pas vrai. On peut toujours porter des robes en laine. Voyons, Rebecca. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, voilà. OK, ça va mourir. Un instant! On poursuit notre aventure littéraire avec un ouvrage dont je vous ai parlé très souvent. Donc là, je ne vais pas m'étendre. C'est le Knit About Winter de Emily Folden. Ça, je vous l'ai dit tellement de fois que je ne le répéterai pas. En fait, c'est pas vrai, je vais le répéter à l'instant. Mais c'est le livre qui m'a conduit au tricot. C'est à cause de ce livre-là que j'ai lancé mon aventure parce que j'étais tombée en amour avec le manteau de date. Ça, c'est un super beau livre. Tous les patrons sont magnifiques. Voilà, ce manteau-là, le Eastwind Jacket. Je vous le montrerai un jour, d'ailleurs, ma version. Là, je vous le montrerai, je le mets littéralement jamais. Donc, un must, hein? Mais non, c'est pas vrai. Faudrait que je me le refasse d'ailleurs parce que j'étais trop débutante, là, j'avais fait des mauvais choix. Il y a des patrons qui sont moins mon style dedans. Là. Je vous ferai pas d'acraire. C'est comme ça ici. Oups. Petite veste à petit pois, là, pas vraiment. Là. Moi, les noppes, tu sais, les boules qui sortent du tricot, là, c'est rare que je me suis dit « Oh, ça me prend ce vêtement! » C'est très rare. Ça, le soirée sweater. Le soirée sweater, je l'adore. Des mitaines magnifiques. Tout est beau dans ce livre. Puis, évidemment, si vous me suivez sur Instagram, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que c'est un univers visuel aussi qui m'inspire beaucoup. J'adore les photos sous la neige. Et dernièrement, j'en abuse un peu même, je dirais, là, sur mon Instagram. On dirait que je ne peux pas m'empêcher de prendre des photos sous la neige. Donc, merci pour ça. C'est une inspiration quotidienne dans ma vie, ce livre. On continue avec le Fair Isle Weekend, toujours chez Len Publishing. De Mary-Jane Mucklestone. C'est un livre qui est consacré au jacquard parce que j'avais eu une phase là, au début de ma vie de tricoteuse. J'avais eu une grosse phase de jacquard, puis j'étais tombée en amour avec ce béret, en fait. Donc, j'avais acheté le livre qui était assez dispendieux pour finalement ne jamais l'ouvrir. Puis cette année, je voulais faire un patron de jacquard, puis je l'avais feuilleté, mais vraiment, j'avais rien trouvé là, de très intéressant. Donc ça, c'est un patron c'est un livre que je ne saurais vous recommander, puisque moi-même, il m'inspire pas vraiment. C'est controversé, mon doux! Non, mais c'est beau, mais c'est comme, tu sais, là, il y a des poignets, là, tu sais, je suis comme, bon...
Je ferai pas ça, là. Mais les photos sont très belles, par contre. Le livre est vraiment beau. C'est juste pas... c'est pas mon univers visuel, tu sais. Ce genre de fleurs-là, j'aime pas bien ça non plus. C'est pas mes couleurs, c'est pas... Mais ça l'était à un moment donné. Tu sais, c'est juste pour dire, là, quand je l'avais acheté, j'aimais plus ça. Puis finalement, il était comme un peu tombé dans l'oubli. Puis c'est pas... C'est beaucoup de fingering aussi. Ça, c'est un autre truc, là, qui fait que je vais moins le voir. Mais tu sais, c'est du beau travail, là. Tu sais, les grilles sont belles, les couleurs sont... L'harmonie des couleurs est vraiment impressionnante, très intéressante. Mais c'est pas le genre de livre vers lequel je me tourne. Puis, ah oui, ça, c'est peut-être le patron que je trouve le plus intéressant, c'est ces genres de mitaines à doigts, là, que je trouve très jolies. Puis, il y a des petits pélicans, regardez, ils sont beaux. C'est des petites mouettes. Alex, c'est quel oiseau, ça? C'est des mouettes, hein? C'est des petites mouettes qui aiment le tricot. Fait que, voilà, bravo. Très, très cute mouette. Mais ça, je pense qu'en jacquard, si vous avez envie d'inspiration de jacquard, j'irais vraiment plus avec celui-là, le Shetland Trader, que celui-là. Évidemment, si votre style est près du mien, puis que, tu sais, on s'entend, là, je suis pas en train de dire que ça, c'est pas beau, là. Je vais juste dire que c'est moins pour moi. Voilà pour celui-là, c'est classé. On achève la section patron. Il me reste deux victimes. Toujours chez Laird Publishing. Les fameux! Donc, les fameux 52 Weeks. La collection a été lancée avec le 52 Weeks of Socks, qui a dû faire des ventes foudroyantes. Honnêtement, c'était the talk of the town quand c'est sorti. Tout le monde capotait. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais ça à la maison tricotée. Je suis pas sûre, mais en tout cas, j'étais sur le point d'être engagée. C'était mes débuts de tricot. Là, je vais regarder la date de publication. 2020, c'est ça, c'était vraiment mes débuts de tricot. J'ai commencé en 2019 et c'était la folie furieuse, quoi. Je me souviens, tout le monde voulait ce livre et quel bon concept. C'était, c'est encore, je pense, un ouvrage de référence, le 52 Weeks of Socks. Et l'ironie du sort veut que je n'ai jamais tricoté de bas dans ce livre. J'en ai commencé une paire, qui est probablement celui avec un post-it. Non, pas en tout. J'avais trouvé ça vraiment désagréable de tricoter à partir de ça parce que on peut moins intervenir. Tu sais, je suis pas là avec mes gros crayons, là, surtout pas un livre de ce style-là. Peut-être au plomb un peu, mais tu sais, c'est pas pareil. Puis en fait, c'est que c'était une charte. Puis j'avais de la misère à... Moi, je travaille souvent dans Knit Companion, là, l'application, quand je fais des chartes, fait que je peux monter dedans, puis je peux laisser mon tricot de côté, puis revenir, puis je perds pas mon espace où je suis rendue. Alors qu'une charte dans un livre comme ça, c'est plus difficile si on n'a pas les outils qu'il faut de savoir on est rendu où quand on laisse notre tricot de côté. Puis, vu que j'ai pas une énorme expérience avec les chartes, je suis un peu mêlée là, de base, là, tu sais, je mentirais pas. Fait que j'avais pas aimé l'expérience de suivre la charte dans le livre. Il aurait fallu que je me fasse une photocopie pour au moins les surligner en jaune. Comme ça, je sais toujours je suis rendue où. Ah, c'est eux. C'est eux que j'avais essayé de faire, les Erika. Puis j'avais abandonné là, assez rapidement ma carrière là, de tricoteuse de bas fancy. Mais il y en a des très, très beaux. Tu sais, tout le monde va trouver chaussettes à son pied, là. Il y a 52 patrons. C'est un très beau livre à garder sur la table à café, à feuilleter, à juste regarder. Puis là, je viens de voir eux. Puis je suis comme, ah, ça, vous voyez-vous, je les ferais certainement. Des magnifiques chaussettes en jacquard, chaussettes un peu pantoufles, probablement. Les bas en jacquard traditionnels, ça m'attire beaucoup. C'est clair qu'un jour, je vais céder à la tentation et en faire une paire. Je pense que je suis prête là, à me lancer dans ce genre d'ouvrage-là. Fait que voilà, ben, c'est un livre que vous connaissez définitivement. Je pense que les patrons sont bien écrits, sont révisés, sont de qualité. Le livre en tant que tel a été pensé avec une direction artistique très claire. Fait que c'est des objets qui sont tellement agréables à feuilleter pour, encore une fois, s'inspirer, que ce soit pour les motifs, les couleurs, l'usage de points, etc. Pour découvrir aussi des fois des designers, tu sais. Le 52 Weeks of Socks, je recommande. Surtout si vous aimez tricoter des bas. Moi, je suis peut-être pas le public cible, justement à cause de ça, parce que vous savez, je tricote pas vraiment de chaussettes. Sur des petites aiguilles, puis la majorité des patrons est sur des petites aiguilles, bien qu'il y en a quand même qui le sont pas. Fait que ça, je recommande. Et l'autre que j'ai de la collection, c'est le 52 Weeks of Shawls. Et ça, quelle absurdité, parce que je tricote vraiment pas de châle, mais j'étais tombée, encore une fois, sous le charme d'un patron que je vais vous trouver.
Et celui-là, je travaillais à la maison tricotée quand je l'ai acheté. Il y en a plusieurs que je trouve quand même beaux, mais que je ferais pas, notamment celui-là. Donc ça, c'est le Kopzang. Magnifique, mais c'est vraiment pas ma forme préférée d'objet. Donc, juste pour ça, je ferai sûrement pas ça. Je pense que je me ferai plus ça quand je vais être plus âgée. Ça va être plus mon style à ce moment-là. Et quel autre? Il y en avait un, écoutez, là. Ah, lui, il est vraiment beau aussi. Celui-là, je sais pas si vous la suivez, mais Knitting Tradition, Inga, elle avait tricoté comme un jaune moutarde, c'était vraiment beau. C'est vraiment cool. Puis j'aime son côté extravagant dans sa taille, là. Il est genre énorme. Je trouve ça super beau. Mais je le ferai pas tout de suite parce que je sais que je le mettrai pas. Ça, je pense que je voulais le faire. En lin. Je voulais me le faire. J'étais une autre femme. Je trouve ça quand même beau. Je trouve ça joli. Ah oui, puis je me souviens, j'avais commencé même, puis j'avais un peu choqué à cause du point. C'est comme un point texturé, peut-être un genre de point de lin, là. Linen stitch, un truc de même. Puis j'avais complètement abandonné à cause de ça. Ensuite, ça aussi, je l'aimais bien. En fibre, justement, en fibre d'été, là. Je le trouvais beau. Encore une fois, c'est vraiment la forme, moi, que j'aime moins. Mais j'aime quand même son style, là, tu sais. Ah, le voici! Ça je l'avais adoré. Donc, le Wild Flowers, qui est... c'est comme un jardin un peu. Donc, il y a des fleurs qui sont créées par la texture, donc par un usage de texture dans le châle. Ça m'avait vraiment, vraiment séduit. Puis, c'est un moment aussi, tu sais, quand je commençais à tricoter, puis même encore maintenant, je trouve ça quand même... Des fois, j'ai de la misère à dépenser autant d'argent pour un seul projet qui est comme un foulard, là. Fait que, tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup de laine. C'est un investissement financier, là, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça qui me freine aussi souvent dans ces châles-là. Ça, c'est vraiment, vraiment beau. Très, très, très classique. Donc, c'est comme, il y a des flocons, des flocons traditionnels, mais qui sont créés par un point texturé de maille en droit et maille en vert. Je trouve ça vraiment beau. C'est inspirant pour, tu sais, pas nécessairement le châle en tant que tel, mais peut-être pour autre chose, genre des bas ou je sais pas quoi, là, un chandail. Tout ça pour dire que moi, ces livres-là, je regrette pas de les avoir achetés, même s'ils sont plutôt dispendieux, parce que quand on a des descentes de mojo, quand on manque d'inspiration, pour moi, les livres, c'est... Puis même à l'université aussi, là, je les utilise comme ça. Des livres, pour moi, c'est comme ça propulse. Ça peut propulser un élan, ça va stimuler un désir. Puis j'ai pas ça sur Ravelry, j'ai pas ça devant mon écran d'ordinateur. Alors que quand je m'assois avec plein de livres autour de moi, puis que là, je me mets juste à fouiller, puis organiquement, à me replonger dans mon art, dans ma pratique, ça vient vraiment me stimuler, me donner des idées, me connecter aussi sur mon désir. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bien, ce qui va m'accrocher dans les livres, ça me guide un peu vers ce que j'ai envie finalement, sans que j'ai besoin de le nommer explicitement, tu sais. Fait que pour moi, les livres, ils ont cette fonction-là. Fait que je vais jamais me sentir mal de me procurer un ouvrage quand il me parle, quand il m'appelle. Puis même ceux que j'aime moins, je les garde parce que notre style, il évolue, il change. Puis ce que j'aimais à un moment donné, là, je me sens moins connectée avec ça esthétiquement, mais c'est pas impossible que ça revienne. Vraiment pas. Au contraire, je le sais que ça va sûrement revenir ou pas, mais c'est pas grave, il y a pas de pression. Fait que voilà, ça conclut la section livres de patron. On va finir ça vite avec le Varia littéraire, pénultième section de cette vidéo. Donc là, je vais vous présenter un peu des livres qui sont pas nécessairement sur le tricot en tant que tel, donc sur des techniques ou des patrons, mais qui gravitent autour de cet univers et que j'ai accumulé au fil du temps. Ma collection est encore maigre parce que j'en loue beaucoup à la bibliothèque de l'école, donc il y en a beaucoup que j'ai pas acheté. J'achète ceux qui me semblent les plus précieux. Le premier que je vous montre, c'est les Tricoteuses et dentelières. Un livre qui est paru récemment aux éditions Marchand de Feuilles. Puis, ça a réuni plein de textes et de portraits d'artisanes du Québec. Fait que c'est vraiment cool. Si vous voulez découvrir un peu ce qui se fait dans le milieu de la fibre aujourd'hui, ben ça vaut la peine de vous le procurer. Ça encourage en plus la littérature d'ici. Fait que ça, c'est très gentil. Et il y a un portrait sur moi. Madame Leclerc, portant le foulard. C'est drôle, à ce moment-là, j'étais encore Rebecca Leclerc. On me voit ici, dans une mare d'Intarsia. Regardez, j'ai beaucoup changé.
Et c'est drôle parce que sur cette photo-là, je porte un chandail que Stéphanie Gabias a tricoté parce que quand le photographe était venu chez nous, j'étais genre... Je me souviens plus qu'est-ce que je portais, mais ça fonctionnait pas. Puis j'avais vraiment moins tricoté à ce moment-là. J'avais moins d'ouvrages à mon actif, fait que j'avais comme pas de choix de tricot. Puis j'avais fait les costumes pour un court-métrage. J'avais fait tout les costumes, là, les vêtements. J'avais habillé des personnages d'un film, bref, pour un court-métrage. Stéphanie m'avait prêté des tricots que j'avais utilisés pour le personnage principal du film. Puis il y en avait un qui était comme dans un brun neutre. Puis là, j'avais juste comme attrapé ça vite parce que la photographe voulait quelque chose de neutre, mais de tricoté. Fait que voilà. Ça a été... Je pense que c'était en 2022, 2023. Puis, il y a un texte de mon amie Zéa qui a été écrit sur ma pratique. Donc, elle était venue chez moi, on avait discuté et elle a écrit un beau texte. Il y a aussi Rachel Guindon, beau portrait, fileuse. Dalia Milon qui fait de la teinture végétale. Perrine Leblanc. Agathe Dussault qui est dans la gang d'Henriette, qui est vraiment cool. Voyons, je cherche Marie Darcigny. Ah, elle est là. Marie... qui fait vraiment des trucs nice aussi, qui est d'ailleurs sur le Discord des tricot-colleurs et qui est vraiment, vraiment bien à suivre aussi. Donc, vraiment cool d'être parmi toutes ces artisanes. Je vous recommande ce petit bouquin. Ensuite, je vous montre... moi, j'aime beaucoup accumuler des livres comme ça, des livres d'artistes. Et j'ai plusieurs livres sur Annie Albers, tisserande géniale, qui a fait des ouvrages magnifiques. Annie Albers, qui était dans le Bauhaus, qui est une école de design du milieu du siècle, donc l'entre-deux-guerres, qui avait dû fermer justement à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, elle travaillait là au Bauhaus. Puis, il faut savoir qu'au Bauhaus, les femmes n'avaient pas accès aux cours de peinture et de design. Donc, elles étaient confinées aux arts de la fibre, donc notamment du tissage de la broderie. Puis, Annie Albers avait vraiment investi pour... que le tissage soit reconnu comme une forme d'art au même titre que la peinture à l'époque. Fait que c'est vraiment une artiste qui est importante pour nous, là, une artisane qui est importante pour nous. Elle a beaucoup écrit aussi. Dans ça, j'ai ses textes. Et elle écrit des choses magnifiques qui résonnent encore avec moi aujourd'hui. Là, je vais vous lire un extrait. Mais je vais vous lire quelques extraits pour que vous voyez comment ça m'a inspirée. Annie Albers privilégiait, dans un premier temps, le travail libre avec les matériaux. Si on se laisse guider par les lois qui leur sont propres, cette expérience nous donne accès à un rapport intime avec notre monde tangible et à une compréhension des lois qui régissent la nature. Donc, cette citation-là, par exemple, moi, ça m'avait vraiment inspirée. Là. Elle est d'ailleurs soulignée parce que c'est dans l'idée, justement, d'arriver devant de la matière puis de laisser la matière dicter une partie de la création qu'on va faire avec. Donc, de ne pas juste imposer des choses sur la laine ou sur la fibre qu'on va travailler, mais de laisser cette fibre-là aussi venir vers nous avec des idées. Puis moi, ce dialogue-là avec ma matière est vraiment, vraiment important. Puis c'est pour ça que j'ai fait le patron, par exemple, du temps des sucres, là, le chandail, pour un peu commencer à développer ce lien-là intuitif avec ce qui est devant nous, puis de se donner la chance aussi d'expérimenter, puis de développer notre relation à notre matière. Ça, c'est une de mes citations préférées d'Annie Albers. Là, on est dans un texte qui s'appelle « Pour un design anonyme et intemporel ». Donc, elle écrit « Un vase grec antique, même s'il est inadapté à nos besoins d'aujourd'hui, nous comble toujours d'admiration. Nous l'accueillons comme une manifestation de la complétude, de la vraie perfection. Un seau, qui a aujourd'hui un peu la même fonction et qui, sur le plan fonctionnel, est bien supérieur au vase antique, nous met dans l'embarras et nous rougirions si notre culture devait être jugée à l'aune de cet objet. Nous ressentons son incomplétude. » Donc, moi, cette citation-là aussi avait été un peu comme un coup de poing parce que j'aime ça vivre selon des principes d'esthétique très précis. J'aime que tout ce que j'ai, c'est beau. J'aime ça que mes interrupteurs soient beaux. J'aime que tout soit beau. Que tout ait une intention esthétique chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ce genre de phrase-là m'avait vraiment frappée parce qu'elle aussi vivait selon ces principes-là. En nommant justement le fait que pourquoi on s'est rendu à un design, à un niveau de design où l'esthétique ne prime pas ou plus. Alors que dans d'autres cultures plus anciennes, ça a toujours fait partie des mœurs, si on veut, des époques. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est aussi pour ça que moi, mes tricots, je les pense pour qu'ils soient portés dans la vie, qu'ils appartiennent à la vie qui est
c'est pas précieux parce que je fais pas la distinction entre un contexte où on pourrait porter un tricot qui est donc ben beau et un contexte où, là, il mérite pas. Parce que tout moment d'existence de vie, pour moi, mérite d'être couronné de quelque chose de spécial, d'esthétique, qui a été pensé, qui a été aimé, qui a été comme précis. Puis si je l'abîme, c'est pas grave, on réintervient dans l'objet. Fait que c'est toujours d'entretenir un dialogue constant. Puis mes tricots, ben c'est directement lié à ça parce que je vais les porter. Mon chum, il met ses tricots pour aller bûcher du bois. Il les porte dans le garage. Parce que tout, ça fait partie de notre vie. Puis on n'est pas moins dans l'art quand on fait à manger, quand on bûche le bois, quand on corde le bois, que quand on est en train de... Je sais pas, là, que quand on est dans un contexte chic, entre guillemets, ou comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que ça, Annie Albers m'a vraiment, elle a vraiment approfondi ma compréhension d'un rapport que j'avais intuitivement à ces choses-là. Mon Dieu, excusez, ça se transforme en cours d'université. C'est plate! J'arrête. Sinon, j'ai aussi celui-là ici, Weaving at Black Mountain College, parce qu'en fait, avec la montée du nazisme... Ben, elle recommence! Elle est repartie. OK, je vous fais ça vite, mais il y a eu la montée du nazisme à partir de 1933. Et à ce moment-là, c'est devenu très, 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 très tendu. Là. Vous savez un peu l'histoire. Là. Le Bauhaus a fermé. Et là, beaucoup des artistes qui étaient au Bauhaus vont transférer vers les États-Unis. Et ils vont ouvrir le Black Mountain College où Annie et Joseph, son mari, qui était peintre, vont être invités à venir pour enseigner. Annie Albers, à ce moment-là, va enseigner le tissage. Son mari va enseigner la peinture. Et le Black Mountain College va comme hériter des idées de design et tout, bon, du côté un peu révolutionnaire, avant-garde que l'école du Bauhaus avait. Fait que ça, c'est un livre vraiment intéressant parce que c'est sur la place que le tissage avait à l'époque à cet endroit-là. Puis, il n'est pas ouvert, là, si vous remarquez, il n'est pas ouvert parce que je ne l'ai pas encore... je l'ai lu. En fait, je l'empruntais tout le temps à la bibliothèque. Puis, quand je suis allée à cette expo-là, Histoire entrelacée, au musée d'Ottawa, j'ai vu qu'il était en vente, puis il était 52 $. Fait que vu que je l'empruntais non-stop à la bibliothèque, j'ai cru bon de me l'acheter. Et depuis, je n'ai pas eu besoin de le consulter. Donc, il est dans ma bibliothèque. Très inspirant, très pratique aussi. Il y a des belles images, il y a des photos, etc. Et on conclut sur Histoire entrelacée, le catalogue d'exposition. Je vous en avais parlé quand j'étais sortie de l'expo. Et ça, c'est vraiment uniquement utile pour ma thèse. Donc, recension des œuvres, texte sur les œuvres, blablabla. Donc, c'est vraiment juste un ouvrage de référence pour moi qui va sûrement travailler dans ma thèse. Les expositions, parce que ça permet un peu de voir comment le phénomène des arts de la fibre est saisi, repris, exploré par les musées et les salles d'exposition. Fait que ça, c'est comme une trace écrite, une preuve, si on veut, à laquelle je peux faire référence. Là, le temps file, fait que je vais conclure rapidement avec la section Varia. Je voulais vous montrer quelques petits ouvrages vintage que j'ai et comment je m'en sers. Parce que, bon, vous en avez sûrement vu là, des revues comme ça. Ça, c'est la revue Chaboté. J'ai aussi beaucoup de fils d'or. Ça, c'en est que des gens m'ont donné, que ma grand-mère m'a donné, des trucs de même. Là. J'en ai quand même beaucoup. Je voulais vous parler vite de comment je m'en inspire parce que, évidemment, là, je veux pas... Bon, ouais, c'est sûr, je pourrais avoir l'air de ça. Là. Ouais, en tout cas. C'est sûr que je tricote pas nécessairement à partir de vieux patrons. Moi, mon but, c'est pas non plus de faire un retour au tricot vintage, mais je m'en inspire énormément, comme vous savez. Mais tu sais, c'est pas mon vibe tant que ça non plus, mais en tout cas un peu. Puis moi, souvent, je m'en sers pour m'inspirer vraiment purement premier degré, donc les couleurs, les photos, des points. Comment on peut utiliser certains points dans des tricots plus modernes. Des fois, c'est ça, c'est des idées. Il y a des grilles aussi. Des fois, on peut, tu sais, pour un tricot d'enfant, ça peut être le fun de réutiliser ça. Fait que je m'en inspire comme ça. Là, j'accélère parce que j'ai faim. OK, puis là, je sens que je suis en train de arriver dans mon état de... que je perds un peu le fil, là, parce que j'ai trop faim. À l'aide. J'accélère! Ah, puis vous voyez, il y a des grilles de broderie ici. Ça peut être intéressant. Bon, c'est ça. Fait que ça, j'en ai, mais c'est pas non plus mes choses préférées. Ça, c'est un bon exemple. J'aime beaucoup cette tuque-là. Des fois, c'est aussi juste pour avoir le compte de maille, tu sais, de comme, ce chapeau. Puis je vais voir. Puis ça me donne des chiffres, là, tout simplement. Fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, ce pull de Jacques-là, il est vraiment beau, mettons.
Donc, ça peut être intéressant de les feuilleter pour ça. Spécial Petrouchka, franchement. Bon, fait que c'est ça, je voulais quand même vous le dire là, que j'en ai des trucs vintage. J'ai aussi celui-là que j'aime vraiment, The Art of Weaving, je le trouve vraiment beau. C'est toute une introduction au tissage, mais comme je n'ai pas de métier, bon, je suis pas vraiment plongée dedans, mais je le trouve vraiment beau. J'aime ça le regarder. Donc voilà, il existe. Et si le jour vient où je me mets à tisser, parce que j'aimerais ça avoir un métier à la maison, ben je pourrais consulter cet ouvrage qui orne ma bibliothèque de sa jolie couverture. Fait que voilà, on va conclure ça parce que ma caméra va mourir, évidemment. Moi aussi, ma batterie s'en vient un peu à zéro. Je vous dis merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'au bout, évidemment, laissez-moi un petit livre dans les commentaires. Surtout, je veux savoir, est-ce que vous avez des indispensables, des livres que vous rachèteriez si jamais vous les perdiez ou qu'il arriverait quelque chose? Je veux vraiment savoir c'est quoi vos incontournables parce que c'est toujours inspirant. Puis comme je vous dis, pour moi, les livres, c'est une source intarissable d'inspiration. Rejoignez-nous sur Discord pour être en contact plus quotidiennement avec la communauté des tricots-collères. Et si vous aimez mon travail, bien, une des meilleures manières de le souligner, c'est de vous engager, que ce soit en commentant, en laissant un j'aime, en vous abonnant à mes réseaux, en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi aller sur Ko-fi, me laisser un petit don si le cœur vous en dit. Excusez, mais c'est pas de la pression, la koala. Ça existe, c'est là, dans la barre de description. Sinon, j'ai publié gratuitement cette semaine le patron du foulard Camomille, qui est un joli petit foulard blanc. Je vais vous mettre une photo. Vous pouvez le télécharger gratuitement directement sur l'application Ko-fi. C'est un peu en mode Pay What You Can, donc vous pouvez aussi l'acheter pour 1$, 2$ si vous voulez, ou 0$. Il n'y a vraiment aucun jugement ici. Merci d'être là. On est bientôt 4000, quoi. 4000 personnes. What the fuck. Voilà, puis on va fêter un an au mois de mars. Ça me rend très contente, très excitée. Je savais pas où ça s'en allait, ce projet-là, puis donc, ça s'en allait finalement. Ça fonce. Puis merci pour vos commentaires, merci pour tous vos messages. Je lis tout. Je suis ravie. Vous me faites un bien fou. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!